Et je vais donc donner la parole à Bruno Falissard, qui ne se présente plus, mais qui, tout de même, on va en dire un mot. Il est polytechnicien, il est pédopsychiatre, il est directeur à l'INSERM sur les troubles du comportement alimentaire des adolescents, professeur de santé publique et directeur d'un centre épidémiologique et de santé des populations, et encore président de l'International Association of Child and Adolescent Psychiatry. Et il est surtout quelqu'un qui réfléchit avec, j'allais dire, une grande ouverture, et qui s'intéresse bien sûr à ce qui a été sa formation, les sciences, etc., mais aussi beaucoup à l'humain, et qui a toujours cherché à voir les failles qu'il pouvait y avoir dans les relations ou dans les communications, etc., dans ce domaine, qui, pour certains, peuvent être un peu trop idéalisés, et dans d'autres, peut-être pas assez appréciés. Voilà. Et Bruno nous a toujours aidé à réfléchir là-dessus. Et le titre qu'il nous donne, c'est « L'exigence éthique dans le monde scientifique ne concerne pas que les chercheurs ». Voilà, Bruno, je te donne la parole. Merci beaucoup, Elisabeth, de m'avoir incité à réfléchir sur ce sujet. Toutes mes excuses, encore une fois, de ne pas être avec vous, mais c'était matériellement complètement impossible. Alors d'abord, je pense que quand on parle d'éthique, il faut commencer par définir de quelle position je parle. Je ne suis pas éthicien, je ne suis pas philosophe, donc je suis médecin et chercheur, et d'ailleurs plus chercheur que médecin, il faut être honnête. Donc je m'occupe d'un centre de recherche, et les questions d'éthique se posent. Voilà, très concrètement. Alors, c'est un gros centre de recherche en santé publique, et justement, une des équipes de ce centre de recherche est une équipe de recherche en épistémologie et en éthique. Et donc, régulièrement, je vais les voir, je les écoute, donc j'apprends, mais je vois que la route est encore très longue. Alors, les exigences. Alors, sur un deuxième point, moi, je pense que quand on parle d'éthique, il y a une condition absolument nécessaire, c'est la franchise et l'honnêteté intellectuelle. Alors parfois, la franchise et l'honnêteté intellectuelle, ça peut être un peu piquant. Et donc, si je dis des choses qui vous choquent les uns et les autres, je m'en excuse par avance, mais je pense que c'est indispensable. Il faut être franc et honnête si on veut se parler sincèrement. Alors, la question de l'exigence éthique dans le monde scientifique, vous êtes au courant, aujourd'hui, c'est un enjeu extrêmement important, en particulier dans le monde de la recherche biomédicale qui est le mien. Alors, on peut décliner cette exigence éthique de plein de façons. La première qui m'est venue à l'esprit, qui est quand même fondamentale, c'est est-ce que moi, chercheur, je peux me poser toutes les questions que je veux? Eh bien, je crois que oui. Je crois qu'il est d'un devoir de scientifique de s'autoriser à se poser toutes les questions. Mais est-ce que j'ai raison? Eh bien, je ne sais pas. Et éventuellement, dans la discussion, j'aimerais avoir votre point de vue, parce que figurez-vous que, en fait, nous avons été confrontés de temps en temps à ce problème. Une de mes doctorantes a fait un travail absolument passionnant sur les personnes trans, et elle a fait une étude sur les enfants d'hommes trans, c'est-à-dire des femmes qui sont des femmes, qui ont un enfant, qui décident de transitionner, qui devient un homme. Donc, du coup, ce sont des hommes trans avec un enfant. Et on s'est demandé, est-ce que le développement de ces enfants est comparable au développement des autres enfants? Donc, elle a fait une étude comme ça, assez fine, qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas tellement de différence au passage. Et quand on a voulu publier ces travaux, eh bien, les relecteurs des revues ont dit, mais non, vous n'aviez pas à vous poser cette question, parce qu'il n'y a aucune raison que des enfants d'hommes trans soient différents des autres enfants. Vous discriminez. Alors, nous, on a été un peu sidérés quand même. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'étude, comment sait-on qu'ils ne sont pas différents? Est-ce que par principe, on peut dire que des gens, enfin, vous voyez, en tout cas, bon, encore une fois, en tant que scientifique, je considère que je peux me poser toutes les questions, mais peut-être que vous n'êtes pas de cet avis. Alors après, la question à laquelle tout le monde pense, naturellement, c'est est-ce qu'un scientifique peut faire n'importe quoi? Et bien sûr, la réponse est non. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, la réponse a l'air complètement évidente, mais figurez-vous qu'elle ne l'est pas. En tout cas, vue d'un scientifique,
pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est que, figurez-vous que beaucoup de scientifiques sont, en termes un peu psychiatriques, c'est un peu coquin ce que je dis, mais ça résume bien la situation, sont monomaniaques. Si vous voulez, aujourd'hui, pour être scientifique, il faut être hyper spécialisé dans un domaine et travailler ce domaine sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et à la fin, vous êtes obnubilé par lui. Et bien, parfois, vous ne réalisez pas qu'en fait, alors, et bien sûr, ça vous passionne. Et donc, vous pensez qu'il est naturel que tout le monde soit aussi passionné par votre domaine que vous. Et donc, quelque part, ça peut biaiser votre jugement éthique. Et vous pouvez considérer que on devrait vous donner plein d'argent, que tout le monde devrait accepter de participer à vos études, parce que vos études sont passionnantes et que, bien entendu, elles vont amener le salut de l'humanité. Mais en fait, vous, en tant que chercheur, vous ne vous rendez pas compte que vous avez un jugement qui est un peu distordu. Pourquoi? Parce que du fait de la passion pour votre objet de recherche. Eh bien, et ça arrive même chez des chercheurs qui sont de parfaits honnêtes hommes et honnêtes femmes, qui dans leur vie de tous les jours ont des positions extrêmement humanistes, altruistes, etc. Mais dès qu'ils deviennent chercheurs, alors ce ne sont plus les mêmes autres êtres humains. Et donc, effectivement, il faut faire attention, il faut protéger les patients susceptibles d'être dans les études, d'autant plus que, eh bien, par le passé, on a vu des choses qui étaient un peu olé olé. J'ai vécu ça. Lors de mon premier stage d'interne, j'étais dans un service de médecine interne dirigé par un professeur de physiologie. Eh bien, alors c'était il y a bien longtemps, vous avez vu la couleur de mes cheveux, c'était il y a bien longtemps. Et donc ce professeur de physiologie, eh bien, il faisait un peu des expériences dans son service. Alors, il y avait par exemple des personnes âgées, vous savez que les personnes âgées, elles ne bougent pas trop dans leur lit, elles font des escarres, elles s'abîment la peau et les muscles, et ça peut être très très embêtant. Et donc il avait fabriqué un lit qui tournait autour de l'axe médian du lit. Toutes les 10 minutes, le lit basculait de 20 degrés et après, il basculait dans l'autre sens. Et donc dans le service, alors pourquoi? Parce que quand le lit basculait, la personne âgée avait l'impression de tomber et donc elle se rattrapait à l'autre bout du lit et ça la faisait bouger et en bougeant, ça luttait contre les escarres. Et donc dans le service, on entendait toutes les 10 minutes, ah, c'était des personnes qui essayaient de se rattraper parce que le lit avait bougé. Ça faisait rire tout le monde, ça mettait une espèce d'ambiance un peu drôle et fantaisiste dans un service de médecine qui souvent en a bien besoin. Mais vous avez conscience naturellement qu'aujourd'hui, ça serait complètement impossible. C'est qu'à l'évidence, ce type de prise en charge sans aucun consentement, sans aucun travail de recherche qui l'a évalué, etc., c'est juste absolument impensable. Et pourtant, eh bien, il y a 35, 40 ans de ça, eh bien, ça se faisait sans que personne ne dise quoi que ce soit. Donc, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, vous êtes au courant, il y a des comités de protection des personnes, il y a la CNIL, etc. Il y a tout un tas il y a des lois qui passent régulièrement, de bioéthique au Parlement. Donc, le politique, et le politique, c'est le citoyen, quelque part, c'est la représentation du citoyen, s'est emparé de ces sujets, et les chercheurs en médecine ne peuvent plus faire n'importe quoi. Et c'est très bien. Alors, bien sûr, si je vous en parle, c'est que tout ne va pas pour le mieux pour autant. C'est que si d'un côté tout ça est très encadré, nous chercheurs, on a souvent l'impression que c'est trop encadré. Alors vous direz, c'est normal parce que moi, tout ce qui me dérange, je trouve que c'est excessif. Mais non, c'est pas que pour ça. C'est parce que en fait, les gens qui font toutes ces lois et qui décident tranquillement, comme on est en train de le faire là, on va dire qu'il faut qu'il y ait un comité, il faut qu'il y ait des papiers qui soient remplis, etc. Et puis on n'a pas le droit de faire ça et on n'a pas le droit de faire ci. Ce sont des gens qui font ça autour d'une table. Et après, quand on le met en pratique, souvent ça ne marche pas. Et ça ne marche pas le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas les moyens pour aider les acteurs de terrain à pouvoir remplir toutes les conditions qu'on leur donne. Et je vais vous donner plein d'exemples. Vous voyez, il y a quelques années de ça, on a fait une étude sur des enfants migrants. C'était pour savoir si ils arrivaient à s'approprier leur langue maternelle, parce que c'est important quand on est migrant de continuer à parler sa propre langue, en particulier pour des enfants qui, eux, n'ont pas été dans leur pays, mais qui ont cette culture. Et c'est important qu'ils soient bilingues et qu'ils possèdent toujours leur langue originale. Donc, on fait une étude autour de ça. Donc, c'est des enfants migrants.
Et on passe en comité de protection des personnes, une espèce de comité d'éthique. Et là, eh bien, on avait dans le formulaire de consentement, il n'y avait que le consentement d'un des deux parents. Et le comité d'éthique, le comité de protection des personnes, nous a dit non, 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 il faut que les deux parents signent. Sauf qu'il y a des cultures dans lesquelles le papa ne s'intéresse absolument pas à ce qui arrive à l'école, à l'hôpital, etc. Et si on fait une recherche, ça n'est pas son problème. Et il ne va jamais venir signer un papier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on suit exactement la règle telle qu'elle est écrite, eh bien, un des deux parents ne signera pas le consentement, donc ça n'est pas possible, donc la recherche n'est pas faite, elle n'est pas faite auprès de sujets qui sont des migrants, qui sont des gens défavorisés, pour lesquels on a le plus besoin de faire de recherche. Et c'est là que nous, on se demande, mais alors où est l'éthique? L'éthique impose des règles qui sont censées être bien, mais qui au final se retournent contre ceux qui en ont le plus besoin. Alors, vous comprenez que parfois, ça nous fait réfléchir et ça nous semble bizarre. Et puis, vous voyez, par exemple, les délais. C'est qu'on a nos étudiants en médecine, aujourd'hui, doivent faire un peu de recherche. Et c'est très bien parce que leur faire un peu de recherche, ça va les aider à comprendre comment fonctionne la recherche. Ça va les aider à comprendre, à interpréter ce que la recherche dit. Et ça, c'est capital pour qu'ils puissent soigner correctement leurs patients, pour qu'ils soient éclairés. Sauf qu'ils ont 1 an dans leur cursus pour faire une recherche. Mais le temps de remplir tous les papiers, etc., pour pouvoir faire la recherche, ça prend entre 6 mois et 1 an. Donc, en fait, c'est pas possible. Même si c'est que pour faire un entretien à un patient, s'ils sont cliniciens d'un côté, ils n'ont pas besoin de demander de papier puisque c'est leur métier. Le jour où ils sont chercheurs, alors là, il y a tout un tas de papiers à remplir. Et donc, non seulement ils ne comprennent pas pourquoi, mais en plus, ils sont devant une injonction paradoxale. C'est-à-dire, on leur dit, fais de la recherche, et de l'autre côté, on leur dit, ah ben non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire de la recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe au final? Ben, ils trichent. On triche. C'est-à-dire, on se dit, bah oui, c'est pas possible. Bah écoute, tu vas commencer ta recherche avant que les papiers soient signés. De toute façon, ils seront signés. Parce que de toute façon, ta recherche, c'est juste de parler avec des gens. Et alors, du coup, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est éthique d'obliger des gens à tricher? Puisqu'on leur demande quelque chose, on leur demande quelque chose d'autre qui est incompatible. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose de mal, puisque quoi qu'ils fassent, c'est mal. Et donc là, moi, je me demande, et c'est là qu'on voit que cette éthique de recherche dans le monde scientifique, ça ne concerne pas que les chercheurs, ça concerne aussi la société qui nous impose parfois de faire des choses impossibles. De façon plus générale, on se demande aussi, vous voyez, il y a tellement de contraintes autour de cet encadrement de la recherche que qui peut vraiment faire de la recherche aujourd'hui? Eh bien, le secteur privé, parce qu'ils ont les moyens de mettre de l'argent, des juristes, etc., pour être tout à fait au fait des papiers à remplir et des règles à obéir, auxquelles on doit obéir. Et du coup, ben, eux, ils peuvent faire leur recherche vite et en plus, ils ont de l'argent pour faire leur recherche. Et alors, du coup, à l'échelon d'une société, est-ce que c'est éthique ça? Est-ce que c'est éthique que le service public ne puisse plus travailler et que ce soit que les firmes privées qui puissent faire des travaux sur les patients? Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et vous voyez, l'autre ambivalence qu'il y a au niveau de l'encadrement de la recherche, c'est la science ouverte. Vous savez, on dit aujourd'hui que, eh ben, comme il y a l'Internet, ben, nos données de recherche, c'est-à-dire toutes les mesures que l'on fait sur les patients, que l'on met dans un tableau Excel, eh ben, ces données devraient être disponibles en ligne pour que tous les chercheurs de la planète puissent travailler dessus pour que le maximum de connaissances puissent être disponibles et créées. On appelle ça la science ouverte. Parce qu'en fait, quand on inclut des patients dans les études, ça a un coût éthique. Ce sont des patients, ils sont vulnérables, ils sont en souffrance. Le fait de leur demander d'être dans une recherche, ça a un poids éthique. Et donc, en échange de ce poids éthique, il est normal que l'information qui vient d'eux soit disponible pour le maximum de chercheurs, pour que ça puisse conduire à des résultats les plus riches possibles. Eh bien oui, et donc très bien, la science ouverte, c'est un enjeu éthique. Mais de notre côté, il y a une règle européenne qui s'appelle la RGPD. On n'a pas le droit de mettre des données de patients comme ça sur Internet. Donc vous voyez, encore une fois, on a une chose et son contraire. Et donc aujourd'hui, on nous dit,
faites de la science ouverte, obéissez à la RGPD. Les deux sont incompatibles. Donc, du coup, au final, sur cet item, on a besoin de vous, société, de vous, éthiciens, de vous, jeunes citoyens qui êtes au lycée ou au collège, au lycée en l'occurrence, si vous avez un professeur de philosophie. On a besoin de vous pour que vous soyez au courant de ces tensions qu'il y a autour de l'éthique dans la recherche biomédicale, pour pouvoir en discuter avec les politiques et puis décider que peut-être ce qu'il y a est bien ou peut-être que c'est perfectible. Alors, on a vu, est-ce qu'on peut se poser toutes les questions? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Il y a aussi, on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi quand on est un scientifique, et ça, c'est un point de vue éthique. Alors, ne pas raconter n'importe quoi, avant tout, c'est la question de la fraude scientifique. Et là, vous êtes sûrement au courant que, il y a des scientifiques qui fraudent. Et alors là, pour moi, ça, c'est le crime absolu. Alors, bien sûr, faire du mal aux patients, c'est un crime absolu aussi, naturellement. Mais pour un scientifique fraudé, c'est une atteinte à la vérité. Et une atteinte à la vérité, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement insupportable et ça relève vraiment d'un point éthique complètement crucial. Alors, pourquoi y a-t-il des chercheurs qui fraudent? Regardez ce qui se passe en pratique. Qu'est-ce qu'on demande à un scientifique aujourd'hui? Et c'était pas pareil quand j'étais doctorant, quand j'étais postdoctorant. Eh bien, on lui demande de produire le maximum dans le minimum de temps. Vous voyez, on appelle ça publish or perish, publier ou périr. Et ça obéit quand même à une espèce de logique de compétition qu'on pourrait qualifier de néolibérale, même si ce mot, je sais bien, n'a pas un sens très précis et très critiqué. Mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans une société de compétition, de productivité, il faut produire le plus, et c'est comme ça que la société devient rentable et qu'on a le plus de connaissances, en l'occurrence, si c'est pour de la science. Eh bien oui, sauf que à pousser les jeunes chercheurs à produire à tout prix en leur disant si tu veux avoir un poste un jour et être chercheur statutaire, eh bien il faut que tu publies le plus dans le minimum de temps, eh bien ça les incite parfois à tricher parce qu'en fait c'est la solution la plus simple pour qu'ils puissent avoir la carrière qu'ils veulent. Et donc ça, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est éthique de considérer que la compétition, le néolibéralisme, doit être aussi appliqué à la recherche, on pourrait même dire à la santé, mais ce n'est pas l'objet de mon topo, comme il est à propos de la vente de voitures ou de téléphones portables. Je ne sais pas, je ne crois pas. En tout cas, ça a fait du mal. Ça a peut-être fait du bien, ça a augmenté la production, mais cette production, du coup, aujourd'hui, on ne fait plus totalement confiance, et ça jette, du coup, un voile sur l'intérêt de la science dans notre société. Alors, après, on a quelque chose, moi, qui m'a interpellé beaucoup pendant la pandémie. Un scientifique, en termes d'exigence éthique, ne doit pas communiquer n'importe comment quand il est devant les médias. Quand il présente ses résultats, à ses confrères, on se comprend entre nous. On connaît les limites, les forces, ce qui est implicite, etc. Ça fonctionne. Mais ça n'a rien à voir quand le scientifique parle à la télé de ses résultats. Et vous avez entendu quand même tout le pataquès qu'il y a eu autour de l'efficacité des traitements. Certains scientifiques disaient, mais si, on a démontré que c'était efficace, et d'autres qui disaient, on a démontré que c'est complètement faux, ils n'ont rien démontré, et par contre, c'est cet autre traitement qui est efficace, et nous, on dit que c'est démontré. Et là, quand même, c'est un vrai problème de fond, c'est que, en principe, la science dit le vrai. On va revenir dessus. Et donc, si les scientifiques ne sont pas d'accord et sont même en contradiction sur ce qu'ils disent, où est le vrai là-dedans? Et alors, bien sûr, vous me direz, c'est en lien avec la fraude, mais ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a des fraudes avérées qui sont conscientes, mais en fait, le principal problème autour de la validité de la connaissance scientifique aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la tricherie, c'est le fait qu'inconsciemment ou dans la communication des résultats, le scientifique ne s'exprime pas en concordance avec le contenu réel de ce qu'il a montré. Alors, c'est là que je vous propose, dans les 3-4 minutes qui me restent, de faire un petit peu à deux côtés sur, finalement, est-ce que le scientifique dit la vérité? Alors, c'est une question philosophique.
donc du coup, elle ne m'appartient pas, mais en tant que scientifique, il est quand même raisonnable que je me pose la question. Et puis vous pourrez dire après dans la discussion que je raconte des bêtises. Donc, premier point pour moi, non, le scientifique ne dit pas la vérité. J'adore les mathématiques. À l'intérieur des mathématiques, il y a de la vérité. C'est même des tautologies. Et la tautologie, c'est la forme absolue de la vérité. Puisque une tautologie, c'est dire que 2 est égal à 2. Personne ne peut dire que c'est faux. 2 est égal à 2. Voilà. Donc, en mathématiques, il y a du vrai. De mon point de vue, dans la science, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, il y a un grand piège, c'est qu'on voit en physique, c'est que la physique est mathématisée. Et d'ailleurs, un bout de la médecine aussi, avec les statistiques, et que comme les statistiques, c'est les mathématiques, comme dans les mathématiques, il y a du vrai, eh bien, les gens pensent que dans la statistique, il y a du vrai. Dans les résultats statistiques des études biomédicales, il y a du vrai parce qu'il y a des mathématiques et qu'il y a du vrai dans les mathématiques. Ben, ça, c'est faux, bien entendu. C'est pas parce qu'à l'intérieur des mathématiques, il y a du vrai, que quand on se sert des mathématiques pour faire autre chose, le vrai se transforme, se transporte dans les choses que l'on étudie. Et on sait bien qu'il y a des théories physiques qui se sont avérées fausses alors qu'elles étaient complètement mathématisées. Premier point. Deuxième point, les scientifiques adorent dire qu'ils ont trouvé la vérité. Alors, premier point, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que devenir scientifique, choisir ce métier, c'est pas sans raison. C'est que vous aimez déterminer des choses qui sont suffisamment sûres. Oui, je ne dis pas vrai, suffisamment sûres, parce qu'à l'intérieur de vous, vous en ressentez le besoin. Je pense que les poètes, les écrivains, ne ressentent pas le même besoin avec la même acuité. Donc, beaucoup de scientifiques ont un rapport assez émotionnel avec la vérité, et donc, du coup, ça les pousse un peu à dire que ce qu'ils ont trouvé, c'est vrai. Mais c'est émotionnel, c'est psychologique, ça ne correspond pas réellement à ce qu'ils ont trouvé. Le deuxième point, c'est le narcissisme. Qu'est-ce que ça fait plaisir à quelqu'un de dire qu'il a trouvé la vérité? Vous devez le voir autour de vous. Ah, j'ai trouvé la vérité. Tout d'un coup, un sentiment grandiose que les psychiatres appellent narcissisme, et les scientifiques sont sujets au narcissisme comme tous les autres. Non, en fait, si on regarde vraiment ce que vaut un résultat scientifique et pourquoi on dit qu'il est vrai, la vérité d'un résultat scientifique n'est que le produit d'un rituel qui n'a de pertinence qu'à l'intérieur d'une discipline donnée. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous savez, un jour je me suis demandé quelle était la définition que les philosophes donnaient d'une preuve. Quand est-ce qu'on dit qu'une proposition est prouvée? Normalement, la vérité, ça vient d'une preuve. Eh bien, c'est vrai à la fois des philosophes de langue anglaise que de langue française, une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Il faut qu'il y ait une méthodologie reconnue, et ça, elle est reconnue à l'intérieur d'une discipline, et qu'elle entraîne une croyance, et souvent la croyance, elle vient à l'intérieur de cette discipline. Et donc, du coup, il n'y a pas de vérité complètement universelle et absolue et intemporelle en science. Il n'y a qu'à l'intérieur d'une discipline, à un moment donné, on va dire que quelque chose est vrai. Et ça, quand le scientifique, il le communique à la société, la société, elle ne le sait pas, ça. Et je reprends l'exemple des médicaments pendant le Covid. On va dire, tel médicament, il est efficace. Mais ça veut dire quoi, efficace? Ça veut dire qu'il est efficace en moyenne. Aujourd'hui, c'est statistiquement, il est efficace. On a comparé des groupes de patients, on a fait des tests statistiques et on a montré qu'en moyenne, le médicament A était meilleur que le médicament B. En moyenne, ça ne veut pas dire que sur un patient donné, il va marcher à tous les coups. Ça ne veut pas dire que sur un patient donné, le médicament B n'était pas meilleur que le médicament A. Et ça, en fait, alors ça, c'est évident pour nous, mais ça n'est pas évident pour la société. Et donc là, il y a un véritable enjeu éthique au niveau du scientifique. Quand je communique mes résultats, je dois les communiquer de façon honnête pour moi, mais aussi honnête pour ceux qui le lisent, pour ceux qui l'écoutent. Et là, c'est juste mon dernier mot. Là où ce qu'on attend de vous, c'est que la société ait conscience quand même d'une certaine ambivalence qu'elle a par rapport à ce qu'elle attend du scientifique. D'un côté, il y a à l'évidence une appétence de la société pour que les scientifiques puissent se dire quelque chose de vrai. Mais d'un autre côté, en même temps, on n'aime pas trop quand les scientifiques assènent des vérités parce qu'on a l'impression que c'est eux qui ont la vérité. Et vous voyez, on est aussi quelque part là, dans une situation paradoxale, dans une injonction paradoxale. Il faut qu'on en ait tous conscience. Et c'est pour ça qu'il est important d'en discuter. Je termine là-dessus. Merci pour votre attention.